Autour d'un feu? D'un feu, oui, on est allé manger un feu. Ok. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Je me suis dit, C'est pas un feu autour de d'un camp. feu de camp. On a fait griller des saucisses. Je sais pas. Salut et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Jams. Aujourd'hui, j'accueille Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. Marketing Mania, c'est une chaîne YouTube avec un peu plus de 300 000 abonnés dans laquelle Stan fait des analyses marketing. Donc, typiquement, il prend des exemples, il décortique des situations en tout genre et il explique les ressorts psychologiques qui sont derrière. Donc Stan a aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania, tout simplement. Et de manière plus récente, il est l'auteur du livre « Votre empire dans un sac à dos », dont on va parler dans cette interview. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 4 ans et j'ai monté en 2017 en parallèle l'agence Amazon Jams. Donc avec Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon, on les aide à se lancer et à y développer leur vente. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils en tout genre, mais aussi pour ne pas rater les futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jams.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.fr/email. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. Ma première question, c'est finalement, toi, de par ton activité donc sur Marketing Mania, mais aussi ta vie perso, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs et on parle d'entrepreneurs qui sont parfois très très avancés, mais aussi des débutants, des parfaits débutants, voire des personnes qui sont pas encore entrepreneurs et qui souhaiteraient le devenir. Et donc ma première question, c'est est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui permettent de détecter un bon entrepreneur ou un entrepreneur qui va réussir? Moi, il y a vraiment cette capacité à pouvoir passer à l'action, y compris à petite échelle, et à pouvoir builder des choses qui va faire une grosse différence. Et j'ai rencontré pas mal de monde dans ma vie, notamment, il y avait eu un truc très intéressant que j'avais fait pendant une période, c'était quand j'étais pas encore très connu sur YouTube, j'avais fait des dîners à Paris avec mes abonnés, en fait. C'était à une époque où je pouvais encore faire des dîners avec les gens, et donc je faisais des dîners avec 6 personnes d'un coup, et j'avais dû en faire peut-être 8-10 dîners, tu vois. Donc j'avais rencontré une 60aine de personnes dans des dîners et beaucoup de ces personnes, évidemment, c'était à Paris, donc c'était beaucoup de gens qui débutaient, qui se lançaient, etc. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment à zéro, des gens qui étaient étudiants, des gens qui étaient en train de lancer leur premier business, etc. Et il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés à ces dîners qui ont vraiment percé, en fait. Et je me suis aperçu que quand je rencontrais les gens, je savais déjà qui allait percer et qui allait pas percer, en fait. Et ça, c'était totalement indépendant de leur idée parce que souvent, ils n'ont pas percé nécessairement avec l'idée qu'ils m'avaient présentée à l'origine. Parce que souvent, quand tu es totalement débutant, ton idée, elle tient pas forcément la route. Soit tu es sur une idée un peu trop complexe, où il n'y a pas vraiment de demande, où tu t'es un peu trop monté le cerveau. Soit tu es sur une idée trop concurrentielle, tu vois, parce que tu as vu ce qui marchait sur Internet et tu veux faire la même chose, mais ça marche pas. Donc, l'idée n'est pas aussi importante que ça. Mais par contre, il y avait des gens qui étaient en mode, OK, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, ces gens-là, par exemple, ils vont faire un follow-up avec moi. Tu vois, c'est genre un gars, je le vois, je lui dis, bah tiens, tu veux monter ta chaîne YouTube, tu veux vendre des formations, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je donne quelques conseils. Le truc, c'est que dans 80% des temps, les gens, je leur donne des conseils, je n'entends plus jamais parler, quoi, et je sais même pas s'ils les ont impliqués. C'est un gars, 45 jours plus tard, il me fait, OK, ça fait exactement 45 jours qu'on s'est rencontrés, voilà ce que j'ai appliqué dans tes conseils et voilà les résultats. 90 jours plus tard, le mec me renvoie un email en disant, voilà, ça fait 90 jours, tu m'avais conseillé de faire un plan de 90 jours, donc mon premier plan est terminé. D'ailleurs, son plan, il a commencé genre le lendemain du jour où je l'ai rencontré, tu vois, il n'a pas passé 3 semaines à faire un plan, il s'est mis directement à passer à l'action. Et c'est souvent ces personnes-là, et tu vois, c'est pas juste passer à l'action rapidement, mais c'est aussi être capable de partir sur un projet sans surintellectualiser le truc. Moi, c'est notamment une faiblesse que j'avais quand j'ai commencé, je pense, c'était de chercher des plans trop compliqués, de chercher des trucs en 52 étapes, alors qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut juste, c'est de te lancer. Moi, j'aime bien l'horizon des 90 jours. Je trouve que c'est un bon horizon de temps parce que ça te donne suffisamment de temps pour avoir des résultats tout en n'étant pas trop long et en te permettant de pivoter si ça fonctionne pas. Donc, une personne qui est capable de se dire, OK, ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est pas forcément un plan de 5 ans sur comment je vais devenir un multimilliardaire et lancer un conglomérat de 52 sites. Ce qui, honnêtement, il y a des gens qui ont ce plan-là. Ce qu'il me faut, c'est un plan sur 90 jours. J'ai seulement 12 semaines d'action qu'il faut que je définisse ici. Et à partir du moment où tu pars sur un plan de 90 jours, c'est assez simple en fait de définir les actions. C'est-à-dire que le gars qui veut lancer sa chaîne YouTube, sur 90 jours, essaye de faire 1 ou 2 vidéos par semaine et essaye de voir si tu arrives à avoir un peu de trafic sur tes vidéos. Parce que si tes vidéos décollent pas, il faudra peut-être renégocier, tu vois, le truc.
Et donc voilà, il y avait ces gens que j'avais rencontrés qui avaient cette capacité à passer à l'action rapidement, à faire un follow-up avec moi. Il y en a pas mal que j'ai fini par recroiser et j'ai vu qu'ils avaient eu des beaux parcours. Ils m'ont dit, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans ce dîner. Et je dis, ah ouais, c'est vrai. Tu vois, cette personne, je me souviens que j'avais un peu tilté que les personnes étaient capables de passer à l'action, surtout quand ils avaient fait un follow-up avec moi. Ouais. Parce que ça, très peu de gens le font en fait. Simplement le fait de dire, OK, j'ai pris tes conseils il y a X temps, je les ai implémentés, voilà ce que ça a donné. C'est vachement intéressant en fait et c'est assez gratifiant pour quelqu'un comme moi. Bien Et sûr, assez peu de gens le font. Non, c'est certain. Donc ouais, je retiens être capable de passer à l'action, mais de manière simple, sans trop chercher des choses trop élaborées. Et il y a quand même une notion d'attitude, on va dire, j'ai pas envie de dire mindset, on va en parler un petit peu après, mais d'attitude, typiquement de poser des questions, d'appliquer les conseils, de revenir et d'avoir une certaine attitude proactive ou volontaire par rapport à son projet, quoi. Et puis une forme d'humilité aussi. Parce que si tu commences à te dire, OK, j'ai tout compris, je suis un génie, j'ai une super idée, bon, d'abord, tu vas pas forcément aller chercher des conseils de personnes. Donc ça, c'est déjà une différence. Et le deuxième aspect, c'est que tu vas peut-être, en un sens, être trop persévérant parce que c'est trop attaché à ton idée initiale, en fait. Il faut être assez capable, quand tu as une idée initiale que tu as eu tout seul dans ta chambre en tant que débutant, de dire, mon idée, elle vaut ce que ça vaut, et c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que j'ai trouvé ça tout seul dans ma chambre en étant débutant. Donc, si ça marche pas, et je vais pas rester attaché à cette idée en me disant, oh, c'est ma vision, il faut absolument que je le fasse. Quand de base, tu vois, je pars de zéro. Moi, récemment, je m'intéresse à d'autres projets sur des domaines sur lesquels je suis pas forcément aussi expert que voilà ce que je fais actuellement, YouTube, etc. Et sur ces d'autres projets, je me dis, OK, je vais essayer de faire des projets et de me mettre, mais je vais pas être trop têtu sur mes idées parce que j'ai aussi la conscience que mon niveau d'expertise ne justifie pas que je me dise, OK, mais ça, c'est sûr que ça va marcher, quoi. Tu vois, mon niveau de confiance dans mes idées est plus ou moins corrélé avec mon expertise et aussi mes résultats dans ce domaine. Et quand c'est un domaine que je connais pas bien, il faut tempérer ça. Et donc, une personne qui est capable de se dire, OK, moi, je vais faire un plan sur 90 jours parce que je sais pas trop si mon idée, elle est bonne. Mais en même temps, le fait de pas savoir si ton idée est bonne, ça t'empêche pas de passer à l'action. Ça, c'est un truc qui est rare, tu vois. Soit les gens ont besoin d'être totalement fanatiques et convaincus par leur idée pour la mettre en place, ou alors ils sont paralysés. Ça, c'est aussi un autre problème parce que tout d'un coup, soit t'es paralysé, c'est pas top, soit t'es fanatique et c'est pas top. Tu vois, il faut avoir un entre-deux. Et les gens qui arrivent à avoir cet entre-deux, à la fois une flexibilité, une humilité, une capacité, malgré ça, à passer à l'action sans avoir de certitude, généralement, ils s'en tirent bien. Parce que même si ta première idée ne fonctionne pas, si tu fais un truc de 90 jours et que tous les 80 jours, tu testes une nouvelle idée, tôt ou tard, tu vas trouver un truc qui commence à donner des résultats qui sont prometteurs. Ouais, je te rejoins sur le plan de 90 jours qui permet du coup de se réorienter de manière périodique. Mais par rapport à ça, j'ai une question pour toi, puisque finalement, moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a beaucoup de bruit sur Internet. On entend beaucoup de gens qui conseillent beaucoup de choses, et finalement, tu peux pas écouter tout le monde, parce que si tu écoutes tout le monde, tu peux pas tout faire, ou alors tu pars dans toutes les directions, et puis tu as finalement peu de résultats. Donc il y a beaucoup de bruit sur Internet, beaucoup d'input, et finalement, ça peut être un problème plus qu'une fantastique opportunité. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un par rapport à ça? Comment tu résoudrais cette question d'avoir trop de bruit, trop d'input? Est-ce que c'est limiter ses sources et suivre que Stan Leloup et suivre sa méthode parce qu'on fait confiance à un expert et on a confiance en son approche, parce qu'on y croit, parce qu'on a vu les preuves de sa réussite, etc. Ou est-ce que c'est on ouvre la porte au bruit que tous les 90 jours et puis entre-temps on ferme et puis on avance? Enfin, comment est-ce que tu gères cette question? Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui reçoit beaucoup d'input et qui a envie de partir dans toutes les directions? Le conseil que je donne aux gens, c'est c'est OK de rester ouvert sur tes inputs et avoir des inputs très variés et très random, mais il faut être assez focus sur ton output, en fait. Et donc, moi, je consomme énormément de contenu, je consomme beaucoup de choses, mais il y a un vrai mur entre le contenu que je consomme et l'implémentation que je vais faire. Et ce mur, il correspond plus ou moins à mon plan de 90 jours et à mon processus de planification, qui est de se dire, à un moment donné, je vais me poser, je vais me dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Et quelles sont les stratégies qui vont m'amener ici? Et là, je vais essayer de peser toutes les stratégies, tous les trucs que j'ai entendus. Et je vais essayer de comprendre, OK, si je devais choisir 3 éléments à mettre en place sur les 90 jours, lesquels sont les plus pertinents? Et là, je vais m'appuyer à la fois sur ce que j'ai lu à droite à gauche, mais aussi sur, en gros, les premiers principes, quoi. Qu'est-ce qui me semble être cohérent par rapport à ma situation? Qu'est-ce qui va marcher dans ma situation? Pas parce que quelque chose a marché pour quelqu'un que ça va marcher nécessairement pour moi. Donc, j'essaie de faire ça par rapport à ce que je sais déjà faire. Par exemple, si demain, tout le monde me dit, voilà, Instagram, ça marche, je fais trop d'argent dessus et tout. Et moi, je regarde mon business et je me dis, est-ce que ça a marché sur Instagram pour moi? Pas sûr, parce que j'ai pas forcément les atouts qui vont faire que Instagram fonctionne, parce que j'ai pas forcément un business qui est aussi visuel que ça, j'ai pas forcément un lifestyle à montrer mes voyages,
et j'ai pas forcément moi une aptitude particulière à faire du contenu court qui se consomme aussi facilement. Là où moi j'ai eu des grosses victoires sur du contenu long, sur le podcast qui sont souvent des épisodes de plus d'1 heure, sur le livre, sur les vidéos YouTube qui sont généralement assez longues, qui maintenant vont pousser les 15, 17, 20 minutes. Tu vois. Donc du coup, à un moment donné, je prends pas ces décisions-là sur le flow de dire, putain, j'ai vu un truc cool, il faut que je le mette en place directement. Je le prends sur le fait de me dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose. Maintenant, je le fais avec mon équipe. Moi, je fais des plans de 90 jours depuis 2014. Littéralement, tous les 90 jours, je le fais, bien avant d'avoir une équipe. Donc, j'avais un processus qui était déjà assez rigoureux, justement pour se protéger de ce truc, de l'impulsion du moment et de l'émotion du moment, qui peut soit te faire abandonner une stratégie alors que potentiellement, elle aurait pu marcher juste parce que ça fait 3 semaines et que tu vois pas de résultat. Mais peut-être que ta stratégie en 3 semaines, de toute manière, elle n'allait pas donner de résultat et qu'il fallait attendre un peu plus longtemps. D'où l'intérêt de s'engager sur 90 jours. Mais inversement, ça me protège du fait de dire, j'ai vu une nouvelle tactique et je vais l'implémenter directement. Si la tactique, elle est si géniale que ça, je pars du principe que dans 90 jours, elle sera toujours valide et que du coup, je peux la mettre là et qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une réflexion. Parce que si tu prends les décisions au cas par cas de tout ce que tu veux implémenter, tout a l'air super et donc tu essayes de tout faire. Le problème, c'est que la quantité de projets que tu peux mener de front est assez limitée et beaucoup plus que ce que tu crois, en tout cas quand tu n'as pas encore des années d'expérience de vraiment comprendre tes limitations en termes de productivité. Et du coup, ça t'empêche de faire un choix stratégique. Parce que tu ne peux pas décider entre le chemin A et le chemin B, tu essaies de faire les deux en même temps et du coup, tu fais aucun des deux bien. Et le fait d'avoir un truc un peu rigoureux de planification où tu vas prendre une journée ou alors une demi-journée, mais tu vas prendre 3-4 heures à te dire, OK, je vais faire tout le bilan de ce que j'ai fait pendant le trimestre dernier, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je vais continuer à faire, ce que je vais arrêter de faire, ce que je peux rajouter. Et quand tu vas rajouter des trucs, tu vas te dire, OK, il y a 3 trucs sexy qu'on m'a dit, je ne peux pas faire les 3 en même temps. Laquelle est le plus pertinent par rapport à ma situation, par rapport à mon business, par rapport aux choses que j'ai vues qui marchaient par le passé. Et le fait d'avoir ce processus rigoureux-là te force en fait à te sortir un peu de cette émotion et de ce FOMO et de se dire, putain, j'ai vu que telle personne faisait ça et telle personne faisait ça. Pour moi, je pars vraiment du principe que la décision, elle doit être prise un peu à froid en fait. Si ça se trouve, c'est le truc, tu vois, tu as lu un article il y a 4 semaines, au moment où tu l'as lu, tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable !» Et après, tu as passé un peu de temps à réfléchir et tu t'es dit « En fait, non, si ça se trouve, ça a bien marché pour cette personne, mais parce qu'il avait des circonstances particulières ou il avait des talents particuliers pour ce truc-là, tu vois. » Mais si, à tête reposée, tu te dis « Ok, stratégiquement, aujourd'hui, je pense que je peux me dégager 1 jour par semaine pour tester cette stratégie. » Là, ça commence à devenir intéressant. Ça marche ou ça marche pas sur 90 jours, mais au moins, ces décisions-là, tu les auras prises à tête reposée. Et ça te permet de continuer à consommer, tu vois, beaucoup de contenu, beaucoup d'input. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre tous les conseils qu'on te donne, mais ça, en fait, ça nourrit, si tu veux, tes modèles mentaux de fond, de comprendre, OK, c'est ça qui existe aujourd'hui, c'est ça qui marche pour différentes personnes, et tu commences à te construire un modèle de ce qui fonctionne et aussi des différents business et des différentes personnalités. Et c'est important de comprendre aussi qui a les mêmes talents que toi, qui a des talents qui sont différents du tien, qu'est-ce que tu vas aimer faire, qu'est-ce que tu vas pas aimer faire, parce qu'il y a plein de stratégies marketing qui correspondent pas à toutes les personnalités. Et donc, si tu te lances dedans, mais tiens, ça demande aussi une vraie réflexion sur qui tu es, ce que tu fais, ta situation. Absolument. C'est ce que je retiens. Donc, chercher à filtrer. On peut avoir beaucoup d'input, mais il faut filtrer au niveau de l'output et voir le plan de 90 jours et le fait de, comme tu le dis, quelque chose, une excellente idée peut attendre la fin des 90 jours, la fin du trimestre pour être implémentée ou au moins réfléchie. Jouer sur ses forces, donc parce qu'une stratégie qui fonctionne très bien pour quelqu'un, tu as pris l'exemple d'Instagram, ça fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un qui a pas les mêmes atouts. Et finalement, c'est exercer une forme de patience et avoir confiance en sa stratégie ou en sa réflexion en début de plan de 90 jours et puis la garder tout au long. Très bien. Alors, la question suivante, c'est par rapport aux compétences. Parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes qui parlent du marketing sur Internet, d'autres formateurs marketing, tu parles un peu moins de mindset, d'inner game, tu vois, de ce qui se passe dans la tête, de croire en soi, etc. Et plus de compétences profondes, de se former, l'importance finalement de développer des compétences et du faire finalement plus que du être. Et que la clé pour réussir, c'est finalement de se former plus que de travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses doutes. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette approche-là et ouais, je suis d'accord. Pourquoi ce focus du coup sur les compétences? Est-ce que c'est une question de positionnement parce que tu peux pas tout traiter bien et tu as pris la route de dire moi je vais vous parler de se former, il y a d'autres personnes qui parlent très bien de réfléchir à ses doutes, à ses peurs et à faire un travail
limite de l'ordre de la psychologie sur soi, développement personnel ou la psychologie. Est-ce que c'est une question de positionnement? Est-ce que c'est une question de pour traiter une chose mieux? Ou fondamentalement, tu places l'acquisition de compétences au-dessus du mindset et en gros, avec les bonnes compétences, tu réussiras. Même si ton mindset, même si tu as des doutes, même si tu as des peurs, les compétences permettent de pallier à un mindset quel qu'il soit. Je pense que les deux sont importants, mais effectivement, moi, je vois plus l'accent sur les compétences. Pour être honnête, moi, j'ai toujours eu des doutes et des peurs de ce que je faisais. Et j'ai pu… c'est pas en regardant des vidéos de motivation que j'ai résolu mon problème de mindset, tu vois. Pour moi, les questions de mindset que moi, j'essaye de résoudre, j'essaie de les résoudre via des éléments comme le plan de 90 jours, comme des méthodes spécifiques, comme des espèces d'algorithmes de décision, en fait. Donc, du coup, on en revient à tes actions. Parce que pour moi, même si tu as beaucoup de peur et tu as beaucoup de doutes et tu n'as pas confiance, mais que tu fais les bonnes actions et que tu fais les choses que tu as à faire, personne ne va lire dans tes pensées et se dire bah non, en fait, ce mec-là, il n'a pas le bon mindset, donc je ne vais pas acheter chez lui. Tu vois, si ce que tu proposes, c'est ce que les clients veulent, si tu réponds à un besoin, si ton pitch marketing est au point, les gens vont acheter. Tu vois, donc le mindset est important dans la mesure où il va t'amener à faire les bonnes actions. Mais pour moi, c'est plus facile de changer tes actions que de changer ton esprit. C'est compliqué de se reprogrammer son esprit. Par contre, avec un niveau de discipline, si tu mets des habitudes, si tu suis un bon programme, tu peux faire les actions. Tu vois, donc, est-ce que, tu vois, si tu veux faire du sport, par exemple, est-ce que j'irais dire, OK, il faut que je change totalement mon mindset pour que je me dise, mais non, tu vois, moi, je suis un mec ultra athlétique, etc. Pas forcément. Il suffit peut-être que je fasse un programme d'athlétisme qui me permet de me renforcer, que je fasse les actions et le mindset va suivre. Et moi, c'est un peu plus ma mentalité à ce niveau-là et en tant que formateur. Donc, je me dis, c'est beaucoup plus facile pour toi de mettre en place un plan de 90 jours et de faire le plan de 90 jours pendant 3 mois que de changer ton mindset et de devenir super positif et optimiste, etc. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement optimiste, particulièrement motivé en général. Voilà. Mais je fais les bonnes actions, j'ai mon plan, j'ai ma structure, ça fonctionne, tu vois. Et pour moi, la clé, quand je me dis en ce moment, je suis pas assez productif, par exemple, la clé, c'est jamais de me dire, OK, il faut que je plonge dans mon esprit pour comprendre la raison. Tu vois, je vais me dire, OK, il faut que je comprenne sur mes systèmes ce qui merde. Bah, tiens, je me lève pas assez tôt, je prends trop de temps au déjeuner, je me suis remis à regarder des vidéos YouTube pendant la journée alors que en fait je devrais le faire que le soir. Ça fait un moment que j'ai pas été au sport et je vais pas assez au sport et je pense que ça diminue mon niveau d'énergie, etc. Donc je vais le diagnostiquer à un niveau beaucoup plus concret. Process, ouais, les habitudes, les process, les actions. Parce que même si tu vois j'ai un mindset, parfois tu vois j'ai des anxiétés qui remontent, etc. Mais je sais pas comment travailler sur mon mindset pour que ces anxiétés elles disparaissent, tu vois. Par contre, je sais que si tous les matins, je vais marcher et je prends le soleil pendant une demi-heure et je fais une petite marche dans mon quartier comme un pépé, je sais que ça le résout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup plus sur le système de routine et d'habitude et d'action plutôt que directement sur le mindset. Pas parce que le mindset n'est pas important, mais parce que je pense que globalement, c'est beaucoup plus difficile de l'affecter, de le changer de cette manière et que la meilleure manière de le changer, en fait, c'est de changer tes actions et le mindset, il va suivre au bout d'un moment. Ouais, donc le mindset, c'est une conséquence des actions et on va dire que la confiance en soi ou le fait que les doutes ou les peurs s'estompent un peu quand même, c'est une conséquence de l'action, des premiers succès qu'on peut avoir, du fait d'avancer et de sentir qu'on fait quelque chose. Et c'est ça qui joue sur le mental, quoi. On va maintenant passer à la partie 2 de cette interview dans laquelle on va parler de ton livre, donc qui est sorti fin janvier, Yes. Votre empire dans un sac à dos. Et l'idée, c'est de parler de faire une sorte de débrief du lancement. Mais avant, donc, tu t'en as quand même parlé publiquement. Écrire un livre, ça prend énormément de temps. C'est un process de longue haleine. Donc, qu'est-ce qui a été finalement le plus dur pour toi, maintenant que tout est terminé, dans l'écriture et le lancement du livre? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup lutté sur des problèmes de structure. J'ai parlé dans une vidéo YouTube que j'avais postée sur ma chaîne qui s'appelait « Pourquoi écrire un livre prend aussi longtemps ?» de la vision que j'avais pour le livre et d'en faire quelque chose qui ne soit pas juste une compilation de conseils, mais quelque chose qui a une vraie structure narrative, qui puisse se lire quasiment comme un roman, qui te propulse du début à la fin. Mais en même temps, évidemment, je voulais donner tout un tas de concepts marketing, notamment de concepts psychologiques. Donc la question, c'était comment est-ce que je fais pour structurer tout ça, pour que tout soit intéressant à lire et pour qu'il y ait le bon équilibre entre je te donne un concept, je te donne des exemples pour ce concept, je t'explique comment mettre en application ce concept,
Je te donne un peu de storytelling sur ma vie et mon expérience pour que tu comprennes d'où je viens et ce que je raconte et d'où vient mon argument, si tu veux. Mm-hmm. Comment est-ce que j'équilibre tous ces éléments? Comment est-ce que je les structure pour que ça soit pas juste un enchaînement de trucs un peu disparates, ou que ce soit pas juste une suite de conseils ou un espèce de guide, tu vois, pratique avec les 119 tactiques indispensables du marketeur? Comment est-ce que ça transcende les tactiques individuelles? Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi par exemple, dans une page de vente ou dans une vidéo YouTube. Mais j'ai réalisé que plus le contenu que tu produis est long, plus ces éléments de structure, en fait, ils augmentent de manière exponentielle. Parce que il faut que tu aies les choses au bon endroit, il faut que le rythme il soit bon sur une longue période, il faut que tu puisses équilibrer les différents niveaux de contenu, tu vois, les exemples, les illustrations, mais aussi les concepts, les aspects théoriques. Et plus ça augmente, plus ça devient compliqué. Donc, par exemple, si j'écris un email de vente, je peux en gros dire, OK, l'email, ça va faire ça, il y a une grande idée, je peux l'écrire, la structure, je l'ai dans ma tête, et je l'écris et ça fait un email de 1200 mots. Si j'écris une vidéo, c'est un peu plus long, il faut que je fasse un plan qui est écrit. Mais grosso modo, si je passe 20 minutes à réfléchir, le plan de la vidéo, je le trouve et il est à peu près tout fait une fois que je l'ai trouvé. Je comprends la structure et je suis capable de visualiser dans ma tête à quoi va ressembler la vidéo sur la base du plan. Et je peux réaliser dans ma tête si la vidéo elle est trop longue, s'il y a des parties qui sont trop légères, s'il manque des exemples. Là, je suis capable de le visualiser dans ma tête. Mais sur le livre, j'essaie de faire le même travail, de faire un plan bien détaillé en avance. Mais il s'avère que dans la pratique, c'était pas du tout… j'avais du mal à visualiser exactement ce que ça allait donner. Et donc, du coup, dans l'écriture, je me rendais compte, mais non, en fait, cette section, elle marche pas parce que ça manque d'un exemple et là, c'est un peu trop théorique. Ou au contraire, j'avais un chapitre en gros, qui est devenu genre un tiers du livre, quoi. C'est devenu 5 chapitres, je crois. Donc, en gros, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc que je peux traiter sur un chapitre. Et en fait, en me plongeant dedans et en vraiment commençant à rédiger, je me suis aperçu, non, en fait, il me manque énormément d'informations sur chaque section et chaque section va enfler pour devenir un chapitre. Ce qui fait que la phase de rédaction en soi a été beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu parce que je m'étais calé sur combien de mots j'écris, en gros, par journée quand j'écris une vidéo. Alors que c'est finalement la structure de l'ensemble qui a été le gros du travail, ou là, en tout cas au début. Tu vois, j'avais essayé de la faire en avance, mais en travaillant dessus, eh ben, il fallait la renégocier au fur et à mesure. Tu vois, donc tu étais un peu à toujours être en train de retravailler sur ta structure pendant que tu écris. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas forcément conseillé. C'est pour ça que dans mes vidéos, dans mes pages de vente, je fais toujours une structure à l'avance qui est bien détaillée. Mais là, voilà, j'avais pas réussi à faire ce travail de manière assez approfondie ou assez finale. C'est le premier livre aussi, tu vois, t'as peut-être pas fait ce travail suffisamment sur ta première vidéo ou tes 5 premières ou tes 10 premières et voilà, je peux comprendre que t'es parti avec l'idée de faire un livre et que au fur et à mesure il vaut mieux ça quelque part de revenir sur ce que t'as fait et de te dire ça fonctionne pas et le retravailler, parce que finalement là le livre je l'ai lu, bien sûr. Il se lit très très bien. En effet, je pense que la structure, on la voit dans les chapitres, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on voit pas, mais qu'on perçoit de manière plus ou moins inconsciente, et qui font que le livre se tient et que c'est une super lecture, qui bien sûr que je recommande aux gens qui nous écoutent. Merci Sylvain. Alors, tu as lancé ton livre. Quelque part, je pense que tu as vu le lancement d'un livre comme un projet marketing, un projet de communication en soi, et j'imagine que c'était un projet important. Avec tous les efforts que tu mets dans l'écriture, tu veux que le lancement et l'accueil soient à la hauteur. Maintenant que le lancement est globalement terminé, quelles leçons tu retiens du lancement? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais ou au contraire que tu ferais pas si demain tu devais lancer un deuxième livre ou conseiller quelqu'un sur le lancement de son livre? Je pense que le modèle le plus important en termes de lancement de livre, c'est un modèle différent de ce que j'applique sur mes projets habituels en termes de lancement. Souvent, si je veux lancer une formation, ce que je fais, c'est que je joue la formation pendant une période de temps limitée et donc, du coup, je vais construire un maximum d'éléments et d'informations et essayer de surmonter les objections des gens pendant une période, mettons, d'une semaine. Sur le livre, évidemment, c'est différent parce que les gens peuvent l'acheter quand ils veulent. Et surtout, pour moi, le livre, il allait vraiment fonctionner non pas sur la promotion que moi j'allais faire, mais sur le bouche-oreille de long terme. Et mon objectif sur ce livre, c'est de me dire, je veux que ce livre devienne un classique de la vente et du marketing. Donc, quand tu demandes aux gens, c'est quoi les 5 ou 10 livres à lire pour monter un business aujourd'hui, plutôt que mon livre, il soit dedans. Donc, c'est vraiment un objectif au niveau du bouche-oreille, au niveau de la maintenance. Maintenant, évidemment, ce bouche-oreille, il fonctionne que si tu peux l'enclencher. Donc, ça veut dire 2 choses. D'abord, ça veut dire simplement que suffisamment de gens l'achètent au départ. C'est pour ça que j'ai fait un push énorme au lancement, mais surtout principalement au lancement sur les 2 premières semaines.
en faisant de la presse, en faisant des interviews, en faisant des vidéos sur ma chaîne, en faisant des emails pour le pousser au maximum sur une période de temps, parce que je savais que je pouvais pas le pousser en fait. Si tu veux, je peux pas le pousser pendant des mois et des années. À un moment donné, il faut qu'il fonctionne. Donc ça a du sens de concentrer tous tes efforts dessus. Et par exemple, j'ai commencé en décembre à enregistrer des interviews qui ont été toutes publiées en fait en fin janvier. Donc quasiment un mois et demi à l'avance, je commençais déjà à enregistrer des interviews, à préparer des choses pour me dire il faut que je concentre toute mon énergie sur 2 semaines pour être partout en fait. Pour être partout pendant 2 semaines, être sur la plupart des podcasts, des chaînes YouTube, être sur les réseaux sociaux, etc. Que tout le monde puisse me voir. Donc vraiment avoir cet effet-là, de saturer le truc, que les gens en ont entendu parler et soit ils l'achètent directement, ils peuvent en parler à leurs amis, soit ils en ont entendu parler au moment où c'est sorti et ils ont déjà entendu parler une fois. Ils ont déjà une exposition à mon livre qui va faire que le jour où ils vont le voir dans une librairie, ils vont peut-être l'acheter, ou le jour où où ils le verront sur une liste de livres recommandés, ou le jour où quelqu'un le citera dans une interview, ils se diront « Ah tiens, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ce livre, ça fait 3 ou 4 fois que j'en entends parler, je vais le prendre. » Donc, je me positionne aujourd'hui sur comment est-ce que je fais pour que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, ce livre, il continue à se vendre parce que voilà, ça peut pas être juste le push de lancement. Tu vois. Donc, beaucoup d'éléments sont autour de ça, notamment voilà, le storytelling que tu construis autour. Tu vois. Et j'ai construit beaucoup de storytelling autour de mon livre sur l'idée de pourquoi est-ce que je fais un livre, pourquoi est-ce que c'est important, qu'est-ce que j'ai voulu mettre dedans, et aussi autour du titre, autour de la couverture, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Tu vois, des éléments que les gens peuvent répéter dessus. Ouais, donc l'idée c'est en effet le lancement, l'effort de lancement a duré 2 semaines, mais il y a quand même une volonté plus long terme de quelque part planter des graines pour que voilà, avec l'idée, comme tu le disais, que le livre soit recommandé plus tard, que des gens y aient été exposés et que ces graines puissent amener quelque part. Je pense que c'était intéressant aussi de voir l'aspect un peu behind the scene, de montrer un peu l'écriture, etc. Parce que c'est quand même quelque chose dont les gens sont friands de voir le process qui a amené au produit fini. Et je pense que c'est une tendance quelque part peut-être en marketing des entreprises qui communiquent de plus en plus sur voilà notre lieu de travail, voilà qui on est, voilà comment ça se passe, parce que je pense que les gens sont intéressés et puis on aime bien avoir l'histoire derrière l'histoire, quelque part l'histoire derrière le produit. Dans ce cas-là, tu vois, j'ai fait une vidéo de 37 minutes sur comment j'ai écrit mon livre et notamment le process en termes de structure, en termes de storytelling qui m'a amené à faire le livre. Donc, quand tu as regardé une vidéo de 37 minutes sur comment j'ai écrit la structure du livre, tu as envie de voir ce que ça donne derrière. Tu as envie de voir le résultat et d'avoir le livre. Et tu as aussi une part d'appartenance en fait à ce projet où tu as suivi un peu le truc au fil du temps, tu as vu comment j'ai fait, je t'ai parlé un peu de mes challenges derrière les coulisses, je t'ai expliqué pourquoi c'était aussi dur de l'écrire, pourquoi ça m'a pris aussi longtemps, pourquoi j'ai mis autant d'efforts. Donc c'est pas juste un livre que tu as vu tout fini et qui a une distance, tu vois, tu as été un peu dedans, donc tu as une appartenance, tu dis tiens, moi j'ai vu comment le gars il l'a fait et ça fait un moment que je le suis et donc ce livre j'ai envie qu'il fonctionne bien aussi parce que je me sens presque impliqué dans ce projet parce que j'ai vu comment derrière des coulisses de comment ça a été monté. Ouais, quelque part, tu as fait le trailer le plus long de l'histoire, quoi. Avec 37 minutes, c'est le record. J'avais prévu de faire un trailer, mais finalement, je l'ai jeté à la poubelle. Il était pas top. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'avais une autre vidéo sur le lancement du livre en soi. Et je pense que j'en aurais une, tu vois, sur genre le débrief du marketing ou un truc comme ça. Parce que beaucoup de ces éléments-là dont j'ai parlé dans pas mal d'interviews de comment est-ce que je choisis le titre, la couverture, ça, je ne l'avais pas mis encore sur ma chaîne. Donc, je pense que je ferai aussi une vidéo à ce niveau-là. Donc, j'aurai une espèce de trilogie de vidéos. En gros, la vidéo sur l'écriture, la vidéo au moment du lancement et la vidéo débrief qui feront un peu derrière des coulisses du projet. Et une des meilleures manières de vendre un livre comme le mien, évidemment, c'est de créer du contenu autour du projet et t'en servir de ça pour expliquer aux gens comment tu l'as mené. Parce que fondamentalement, c'est intéressant et les gens sont curieux de le voir. Ce qui apporte plus de valeur simplement que de dire acheter mon livre. Tu vois. Là, les gens ont appris comment est-ce qu'ils pouvaient écrire leur propre livre ou écrire leur propre contenu. Donc, ça leur a appris quelque chose. Comme tu dis, t'impliques encore plus les gens. Et puis, au lieu d'une vidéo qui parle du livre, ça en fait 3. Mais il y a quand même derrière des leçons marketing, de la valeur que tu peux partager avec ton audience. Donc, super. J'ai une dernière question par rapport au livre. C'est pendant les quelques semaines qu'ont duré le lancement et notamment ton passage en France. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées que tu n'avais pas du tout anticipé, que ce soit en positif ou en négatif? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vu venir ou qui t'ont surpris? Je ne sais pas si j'ai été surpris, mais c'est clair que tu vois une grosse différence dans l'impact de différents médias. Donc, notamment pour la sortie du livre, j'ai fait des médias un peu plus traditionnels. Et en un sens, dans mon fort intérieur, je savais que ça
ça n'avait pas un sens qui était énorme. Après, tu as un côté un peu de te dire, ça se trouve, si je passe sur BFM une fois, je commence à dire pendant 3 ans sur ma page de vente vue sur BFM, tu vois. Même si je me dis, passer sur BFM, ça va pas vendre de livres. Donc, passer sur BFM, ça n'a aucun impact mesurable sur la vente de livres. Là où passer sur la chaîne YouTube d'un YouTuber, d'un coup, ça te fait un pic de vente, quoi. Et le canal qui a le plus vendu, et évidemment, c'est ma propre liste email. Mais ça, c'est pas du tout surprenant. Donc, du coup, tu vois vraiment l'impact de différents trucs. Et pour moi, je suis venu en France pour faire la promotion, mais en un sens, c'était presque une opération de bonne volonté par rapport à mon éditeur aussi. Et par rapport à juste, voilà, globalement, de me dire que je le ferais. Mais ça, par contre, je le referai pas. Parce que pour moi, c'était pas la semaine que j'ai passée à faire des médias en France. J'aurais mieux fait passer cette semaine à faire soit plus d'interviews sur des podcasts, des chaînes YouTube qui ont peut-être moins d'audience, mais qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur mon marché cible. Ou alors simplement faire une vidéo pour le promouvoir ou faire un truc un peu différent pour promouvoir le livre. Ça aurait été mieux utilisé. Tu vois, je pense que l'aura qu'ont les grands médias, elle est un peu surhypée. Et donc, il y a un sens où c'est pas mal d'être passé une fois sur BFM pour dire vu sur BFM TV, mais je le referai pas forcément. Tu vois, ça, je pense que c'est un peu. De toute façon, il n'y a pas de macaron vu 2 fois sur BFM TV, donc une fois que tu l'as, t'as pas besoin de revenir. Ouais. Mais ouais, ok, très bien. Bon, j'imagine que le fait quand même de rencontrer des gens de ton audience, parce que tu vois, tu dis que tu as 300 000 abonnés. Je pense qu'on a parfois tendance à oublier, tu vois, et c'est pareil sur Amazon, que derrière chaque commande, il y a un humain. Et le fait de 300 000 humains, bon, tu les as jamais vus dans une seule pièce. Et bon, je pense que t'as pas croisé 300 000 personnes, mais j'imagine que le fait de voir quand même que tes vidéos, ton travail impactent énormément de gens. Et je pense que ça doit quand même être le côté gratifiant d'un voyage en France. Ouais. Du coup, il y a 2 trucs qui étaient bien dans le voyage en France. Le premier, c'était des podcasts, comme j'ai fait le podcast Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. Ce type de podcast vont vraiment driver des ventes, ils vont vraiment driver de l'audience, etc. Tu vois, c'est beaucoup plus que BFM, ce genre de podcast où le mec il enregistre dans ses bureaux, il fait une bonne audience et ça a un gros impact. Le truc le mieux que j'ai fait en France, c'est la conférence de lancement du livre. J'ai invité les gens qui étaient clients de mes formations, soit qui avaient précommandé le livre à venir à une conférence. Il n'y avait que 200 places, mais c'était totalement rempli. Donc, c'est 200 personnes qui sont parmi les plus grands fans de Marketing Mania qui sont là pour venir me voir, pour me faire signer leur livre et pour me poser leurs questions et pour discuter. Ça, c'est génial parce qu'il y avait toute mon audience toute mon équipe, qui était là, c'était aux alentours des fêtes. Donc, tout le monde était en France et j'ai fait venir tout le monde à Paris pour rencontrer aussi les clients. Il y avait beaucoup de mes clients de longue date. Et là, tu vois, quand je te dis que l'objectif du livre, c'est aussi de faire un élément de bouche-oreille, c'est 200 personnes qui, pour le coup, sont méga impliquées. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour venir à la conférence. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, ils étaient là pendant plusieurs heures et ils ont eu le truc qui a été signé. C'est-à-dire, ça va être des ambassadeurs qui vont recommander le livre. Et même si c'est que 200 personnes que j'ai touchées et que je pourrais en toucher beaucoup plus via une vidéo, c'est un peu les 200. Si tu penses au truc de Kelly, tu sais, les 1000 vrais fans, là, c'est 200 parmi les 1000 super fans de Marketing Mania qui vont en parler. Et puis par ailleurs, pour moi, c'était l'occasion de rencontrer plein de gens. Je parlais tout à l'heure des dîners que j'avais fait à une époque. Ça fait un moment que je les ai plus fait. Mais là, j'ai pu rencontrer plein de gens que je suivais sur mon forum privé, tu vois, mes clients, qui me posent souvent des questions. Je connaissais plus ou moins leurs photos de profil, leurs noms et leurs projets. Mais là, ils étaient tous là, ils se rencontraient les uns les autres. Nous, on fait des groupes pour les gens, des groupes de travail. Donc, les groupes de travail se retrouvaient, etc. Donc, ça, c'était probablement la meilleure opération que j'avais fait. Et si je devais refaire des trucs en France pour promouvoir un projet de ce type-là, peut-être que je ferais l'impasse sur la télé et je ferais un truc genre j'essaierais de voir la plus grosse salle que je suis capable de remplir, une espèce de conférence, tu vois, avec la communauté et vraiment driver les gens qui vont être les plus gros fans, qui vont pouvoir le recommander parce que ça prend pas tant de personnes que ça en fait. Si j'ai dans le milieu du web marketing de la communauté, quelques centaines de personnes qui ont vraiment lu le livre et qui l'ont vraiment kiffé, ça va suffire pour faire beaucoup de bruit pendant un bon moment. Et ils vont en parler, etc. Tu vois, ça ne te prend pas tant de monde qui s'expriment pour vraiment avoir un impact sur une communauté de ce type-là. Et forcément, en les ayant là, en me déplaçant pour les voir, en répondant à leurs questions, en signant leurs livres, je les galvanise encore plus sur un livre que de toute manière, ils auraient aimé parce que c'est des gens qui me suivent et le livre, il correspond exactement à ce que ces gens-là recherchent. Mais là, je pense que ça a vraiment un impact qui est supplémentaire. Encore une fois, beaucoup plus que le fait d'aller sur un média totalement différent, tu vois, de dire je veux toucher une nouvelle audience sur BFM. Ok, certes, mais est-ce que tu satures cette audience suffisamment pour que t'avoir vu une fois à la télé va avoir un impact? Probablement pas. Je suppose que pour les gens qui me suivent et qui l'ont vu, ils se sont dit c'est marrant, mais voilà, tu vois. C'est plus un truc d'ego et
et de preuve sociale plutôt qu'un truc de résultat. Après, je regrette pas de l'avoir fait parce que je l'ai fait qu'une fois, mais c'est pas ça qui a drivé, tu vois, mon lancement. Ce qui a drivé mon lancement, c'est les gens, c'est le cœur de ma communauté, et puis ensuite, c'est le bouche-oreille qui va venir de ce cœur de la communauté. Ouais, et puis, on va dire ton étiquette Internet qui fait que tu fonctionnes mieux dans l'écosystème Internet plus que dans un écosystème traditionnel, même si ce livre, c'est un pied dans un autre monde et hors Internet. Alors, j'aimerais qu'on parle rapidement de ton livre, parce que tu parles de business Amazon FBA dans la partie SEO, en disant que finalement... Et t'es pas d'accord avec moi? Tu vas voir, pas complètement. Ouais. En disant que c'est un peu comme Google, le SEO. Le SEO Amazon, c'est un peu comme Google. Il faut triturer l'algorithme, chercher à comprendre comment ça fonctionne pour réussir. Et en fait, quelque part, je suis d'accord avec toi parce qu'Amazon, il y a une partie SEO. Tu vois, tu dois comprendre sur quels mots-clés est-ce que tes produits sont positionnés. Tu dois être capable d'analyser des campagnes de pub, d'être dans des tableaux de chiffres, etc., pour comprendre où est-ce que ton budget passe et puis qu'est-ce qui apporte des ventes, etc. Donc, il y a un aspect très SEO, très data sur Amazon. Mais finalement, moi, je l'aurais plus rapproché de la section suivante dans le livre où tu parles de trafic payant, en disant le trafic payant, c'est une approche un peu double, puisque d'un côté, tu as quand même l'aspect chiffre dont on vient de parler, mais après, une fois que les gens arrivent sur ta page produit, arrivent sur ta page de vente, il y a tout un aspect soudainement psychologie, persuasion, copywriting qui apparaît. Et c'est finalement la même chose sur Amazon, puisque une fois que les gens arrivent sur ta page produit, il faut les convaincre. Et je dirais même en amont de tout ça, il faut avoir mis sur le marché le bon produit, donc il faut avoir fait une analyse de marché, donc c'est une compétence de marketing, il faut avoir développé le produit, et typiquement tu peux montrer des prototypes à des gens qui sont dans ton marché cible, donc tu vois, tu as une compétence marketing même pendant le développement d'un produit physique que tu vas lancer sur Amazon. Et donc ensuite, comme je viens de le dire, il y a la persuasion sur la page produit Amazon. Et derrière, même si tu veux mettre en place des stratégies d'acquisition de trafic hors Amazon, tu vois, pour te construire une liste, une audience de fans, etc., qui vont aimer tes produits et ta marque, là aussi, ce sont des compétences marketing. Donc, je dirais un peu comme le trafic payant. Tu vois, le matin, tu fais des tableaux de chiffres et tu optimises du SEO, mais l'après-midi, tu es quand même en train de faire beaucoup de marketing. Et on retombe donc sur les compétences profondes, fondamentales dont tu parles, le marketing, le copywriting, la psychologie humaine, quoi. Et donc, finalement, est-ce qu'un résumé de ton livre, ce serait pas, peu importe ce que vous faites sur Internet, peu importe le métier, vous avez besoin de compétences techniques spécifiques, donc par exemple le SEO Amazon, mais le marketing, la psychologie humaine, vous y couperez pas parce que c'est dans tous les cas partout. Est-ce que c'est un résumé possible de ton livre? Ouais, carrément. Et pour moi, ça a deux implications. Et après, je vais rebondir juste sur ce que tu disais sur Amazon. Mais cet insight-là a deux implications. C'est l'implication numéro 1, que si tu veux durer sur le long terme, finalement, il y a certaines choses qui vont pas trop changer. Toutes les technologies vont changer, les algorithmes vont changer, les plateformes vont changer. Par contre, la psychologie humaine, elle va rester plus ou moins la même. C'est-à-dire que les gens auront toujours les mêmes besoins sociaux, d'ego, d'image, de sécurité, tout ce que tu veux. Tu as le tribalisme, ça va pas beaucoup changer. Et donc, si tu veux durer, c'est un bon pilier sur lequel monter ton business. Ton business est uniquement monté sur les tactiques du moment. Quand les tactiques vont changer, le business va s'écrouler. Alors que si il est basé sur ces fondamentaux de la psychologie, tu peux les mettre sur d'autres plateformes. Et c'est aussi l'idée de, quand tu vas lancer différents business, qu'est-ce qui va t'accompagner, quoi? Moi, j'ai fait des business dans des domaines qui sont différents, allant de la séduction à la pub Facebook, à la vente de formation aujourd'hui sur le marketing. Et donc, il y a plein de tactiques, de plateformes qui sont pas exactement les mêmes. Mais les choses qui restent, c'est comment est-ce que je structure un contenu qui est intéressant, comment est-ce que je fais une bonne accroche sur ma page de vente, comment est-ce que je fais un email qui va être cliqué, qui va amener les gens à lire l'email et à cliquer sur le lien qui se trouve à la fin. Donc, c'est les éléments un peu fondamentaux qui vont te rester, qui vont te permettre de durer. Et c'est un peu le socle de ta carrière de marketeur ou d'entrepreneur. Même si tu vas tester différents projets, tu vas apprendre différentes plateformes. Parce que si demain, tu devais, je sais pas, Sylvain, te lancer sur YouTube, tu pourrais apprendre relativement rapidement les codes de YouTube, de comment mettre une vidéo en ligne, de comment faire un montage. C'est pas ça qui est extrêmement compliqué. Ce qui est assez compliqué, c'est comment est-ce que je fais un contenu qui est intéressant, comment est-ce que j'accroche l'attention des gens, qui est une problématique qui se pose sur toutes les plateformes. Donc, pour revenir sur le débat sur Amazon, le chapitre en question, c'est vraiment un chapitre sur les sources de trafic. Et donc, du coup, je classais comment est-ce que tu fais pour acquérir du trafic, en fait, selon les différents domaines. Et mon idée là-dessus, c'était que différentes sources de trafic vont être plus ou moins adaptées à différents types de personnalités. Et que ça a du sens de choisir une source de trafic qui correspond à ce que tu veux faire. Donc, par exemple, une personne qui
aime bien créer du contenu devrait plutôt faire du contenu et peut-être du YouTube ou du blog. Une personne qui est à fond dans l'optimisation et des trucs, ferait peut-être mieux de faire soit du SEO pour faire de l'optimisation ou soit de la pub Facebook. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont se plaire à optimiser du référencement ou à écrire des vidéos YouTube, par exemple. Donc après, sur la question de Amazon, je pense que je suis d'accord avec toi qu'au niveau du business model, Amazon a beaucoup plus d'éléments créatifs que simplement un business model, par exemple, de SEO où tu vends de la pub derrière, par exemple, qui est là uniquement quasiment de l'optimisation et de la recherche de mots-clés. Et moi, j'y pensais vraiment en termes de si j'ai un produit à vendre, voilà, quelles sont les sources de trafic potentielles? Comment est-ce que je le mets en avant? Tu vois, indépendamment presque de la page produit, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour générer du trafic et comment est-ce que je traite Amazon en tant que source de trafic. Et dans ce cas-là, je le considérais plus comme tu vois, imagine, tu fais du e-commerce, tu fais du SEO pour promouvoir ton produit sur Google, tu fais du SEO pour promouvoir ton produit sur Amazon. Pour moi, les deux rentraient un peu dans la même catégorie en termes de personnalité, en termes de méthodologie. Même si c'est vrai que si tu prends le business plus général, ça demande plus de compétences que simplement la compétence d'acquisition de trafic, parce que tu as la compétence aussi de marketing, de copywriting et de persuasion. Donc, je peux voir en quoi ici, finalement, Amazon pourrait se trouver dans les deux catégories. La différence que je mettais sur vraiment le côté trafic payant, c'est que tous ces côtés d'accroche et de copywriting interviennent directement dans la source de trafic et pas uniquement sur la page de vente. Il faut le faire remonter d'un cran plus haut sur le créatif. Mais je pense qu'après, ça, c'est une distinction qui est… Les deux sont assez proches et je pense que les mêmes types de personnes peuvent se plaire dans l'un ou dans l'autre. Donc, la distinction, elle peut carrément être débattue et je vois très bien ce que toi, tu mets en avant là-dessus. Alors, après, moi, ce que je trouvais intéressant là-dessus, c'est de se dire, par rapport à ta personnalité, il y a plein de gens qui se lancent dans des trucs genre… ils voient que moi, je fais des vidéos YouTube et ils disent moi aussi, je vais faire des vidéos YouTube, mais ils n'aiment pas écrire. Tu vois, ils n'aiment pas écrire et ils ont beaucoup plus un profil d'analyse et de stratégie. Et donc, du coup, je leur dis, voilà, il y a plein de manières différentes de monter un business. Te mets pas un handicap supplémentaire en mettant un business qui se base sur quelque chose qui n'est pas une force. Et inversement, si tu n'aimes pas vraiment faire des tableaux Excel, peut-être fais pas du Amazon FBA. Parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre tes coûts, ton cash flow, tout un tas de trucs qui font que si tu aimes beaucoup être dans l'impulsion du moment et faire des trucs qui te font kiffer au quotidien et faire de la créativité, voilà, fais peut-être un autre business, quoi. Juste essaye de pas te mettre le handicap supplémentaire de te lancer sur un marché, enfin sur un business model plutôt, sur lequel tu vas jouer à contre-courant par rapport à ta personnalité. Ouais, ça me fait penser à une citation, il me semble que c'est Steve Jobs qui avait dit « Passez pas votre vie à vivre la vie d'un autre ». Et là, le message, ce serait presque « Allez pas construire le business d'un autre, construisez le business qui est pour vous ou qui marchera avec vous ». Moi, je l'ai fait cette erreur dans mon parcours. Quand j'ai fait une agence Facebook, je me suis rendu compte que j'étais en train de monter un business, et du coup un business d'agence qui était à la fois d'un côté du management sur tes employés et de l'autre du management sur tes clients, grosso modo, être au téléphone toute la journée, faire de la vente, etc. Et que c'était un bon business, c'était une bonne idée, il y avait une bonne demande. Mais moi, le travail quotidien que ça demandait de faire grossir ce business me plaisait pas du tout et me saoulait carrément. Alors que aujourd'hui, tu vois, écrire des vidéos, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est un travail qui me plaît, donc c'est beaucoup plus facile. Si tu veux, je me laisse beaucoup plus porter par ma personnalité en faisant des vidéos. Ce qui veut pas dire que je suis toujours sur l'impulsion de ce que je veux faire sur le moment, mais c'est simplement que les tâches que j'ai choisi de faire et qui sont les plus importantes pour mon business, des tâches qui s'accordent avec ma personnalité. Et les fois où je me suis dit, je vais faire un truc un peu genre qui va impressionner les gens, je vais faire une agence Facebook, je vais avoir plein d'employés, je vais faire un truc super sérieux. Et au final, je le faisais, mais c'était vraiment tout le temps en train de enfin, tu vois, en serrant les dents, quoi. Serrant les dents, vas-y, putain, un appel de plus, il faut que je le fasse, etc. Donc, je le faisais parce que c'est du business et tu le fais. Mais le problème, c'est que tu dépenses beaucoup plus d'énergie à faire ça versus une personne. Enfin, il y a plein de gens que je connais qui font des modèles de services et qui ont le contact humain, qui aiment bien être au téléphone toute la journée, qui aiment bien manager des trucs, qui ont un bon esprit pour la gestion de projet, pour équilibrer ces différents impératifs et qui, du coup, au contraire, sont énergisés par le côté un peu en ébullition de la prestation de service, etc. Donc, indépendamment de si l'idée elle est bonne ou pas, si l'idée elle est pas bonne pour toi, tu vas beaucoup plus souffrir que nécessaire.
Absolument. Et un conseil que j'ai reçu et que j'ai appliqué, c'était de prendre un test de personnalité. Alors pas un truc de cosmopolitain machin pour ados qu'on remplit sur la plage. Quel personnage de Sex and the City êtes-vous? C'est ça. Donc je connais mon personnage de Sex and the City, c'est pas la question, mais non, un test. Donc ça s'appelait Clifton Strengths. C'est un truc en anglais, je crois que ça existe en français. Et enfin un truc un peu poussé, fait par des psychologistes, psychologues. Bon. Donc, tu as appris quoi avec ce test? Ça classe, tu as quelque chose comme 34 points force, et elles sont classées. En fait, c'est tes affinités par rapport à ces forces-là. Et en gros, tu as ton top 5 et tu te rends compte, c'est pas de la voyance, hein, tu te reconnais vraiment pour le coup. C'est pas générique, c'est très spécifique. Et ça t'aide à comprendre, bah ouais, moi, le type de travail ou le type de tâche qui va m'aller, c'est plutôt ça, plutôt qu'une autre. Et ouais, typiquement, passer du temps au téléphone, c'est pas pour moi. Passer beaucoup de temps à organiser, planifier, structurer, c'est pour moi. J'ai une tendance à être plus impulsif versus je suis plus attiré par les routines. Enfin, tu vois, t'as plein de... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais juste des gens qui se placent à différents endroits sur un spectre. Et finalement, le fait de se connaître et ça, un test de personnalité peut aider. Ça peut aider à aller dans le bon business model, quoi. La question que je me pose sur ce type de test, c'est dans quelle mesure est-ce que le test il arrive à te dire des trucs que tu ne savais pas déjà? Parce que j'imagine que moi, si je le prends, on va me dire, voilà, vous êtes introverti, vous aimez bien faire de la créativité, avoir des nouvelles idées, etc. Je me demande dans quelle mesure est-ce que le test t'apprend quelque chose que toi, tu n'avais pas déjà intuité sur ta pratique? Ou est-ce que c'est plus une confirmation extérieure qui fait que tu te dis, voilà, j'ai maintenant un espèce de document qui résume mes forces et donc ça me permet de me les rappeler quand je suis tenté d'aller faire un truc qui me convient pas. Comment est-ce que toi tu perçois l'utilité, tu vois, du test formel en soi? Mais en fait, il y a un peu des deux. D'un côté, il y avait des choses, je le savais, mais il y a d'autres traits où en fait ils ont mis les mots sur quelque chose que j'avais vraiment, qui était quand même un peu nébuleux finalement. Pour donner un exemple, une de mes forces, c'est je suis meilleur à créer des connexions avec une personne et à passer du temps avec une personne et à approfondir une relation avec une personne plutôt que d'être le type qui arrive dans une soirée, qui sert des pinces à tout le monde et qui parle un peu à tout le monde, etc. Et je prends l'exemple de la soirée parce que je me suis rendu compte, j'avais passé le test, je sais pas, un vendredi et que j'étais sorti le jeudi soir et finalement j'avais passé toute la soirée quasiment à parler avec une personne. Il y avait pas mal de gens qui étaient venus, que j'avais à peine capté parce que je donnais toute mon attention à une seule personne parce qu'on allait dans cette conversation et finalement, tu vois, j'aurais pas vraiment mis les mots comme ça sur le trait de personnalité, mais le test a permis de se rendre compte. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Des banalités, mais aussi des choses qui peuvent un peu préciser ta pensée par rapport à toi-même. Et je dirais, dans ton cas, tu es entrepreneur depuis longtemps et je pense que toutes ces questions, quelles sont mes forces, etc., tu te les ai posées depuis longtemps et tu as des réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui sont pas encore entrepreneurs, qui ont jamais vraiment fait ce travail et dans ces cas-là, un test externe, ça peut les aider à mettre un peu les mots et avoir un papier qui résume qui es-tu, même si c'est jamais aussi simple, mais ouais. Et d'ailleurs, à ce niveau, j'ai quelqu'un qui m'a parlé du même test récemment, qui est aussi entrepreneur, qui bosse depuis longtemps. Et j'étais surpris aussi qu'il en dise autant de bien. Parce que moi, du coup, celui-là, je ne l'ai pas fait en partie. Donc peut-être que je devrais le faire et que j'apprendrai des choses. La seule expérience que j'avais, c'était genre le MBTI, qui est fondamentalement pas inintéressant, mais c'est suffisamment vague pour que tu te dises, OK, INTJ, j'en fais quoi? Tu vois, c'est pas si applicable que ça, fondamentalement, je trouve. Du coup, c'est intéressant le retour que tu as sur celui-là, qui est le Clifton Strengths Finder, c'est ça? Oui, absolument. J'avais le même a priori sur les tests de personnalité. J'avais pareil fait des MBTI. Et celui-là est volontairement, il est construit pour être assez actionnable. Il va assez en profondeur derrière chaque axe et il te file des ressources pour aller plus loin, pour creuser. Donc c'est quand même intéressant. Et ça peut aussi être un outil de management puisque tu peux faire passer ce test à des gens de ton équipe. C'est quelque chose que j'ai fait pour là aussi comprendre quelle tâche est-ce que cette personne va être naturellement, va aimer, va réussir, et au contraire quelles sont les choses qu'il faut pas lui demander ou qu'il faudrait éviter parce que on tombe pas dans ses forces. Ça veut pas dire qu'il faut toujours ménager tout le monde, mais il y a des choses qui viendront plus naturellement et plus facilement. Et voilà. J'utilise l'équipe comme une transition parce que l'idée c'est de parler maintenant de ta trajectoire, et notamment ta trajectoire de entrepreneur solo à entrepreneur chef d'équipe à la tête donc d'une équipe de 5 personnes actuellement. On s'est rencontrés en 2017 à Saigon, si tu te souviens, autour d'un feu. Ouais. À ce moment-là, tu faisais des vidéos YouTube dans une sorte de cabine téléphonique. Autour d'un feu ?
d'un feu. Oui, on est allé manger un feu. Ok. Je sais pas. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Il me dit, on s'est autour d'un feu de camp. On a fait griller des saucisses. Je suis bête. Ouais, ok. Donc autour d'une soupe, un bol de soupe. Une soupe de nouilles vietnamienne. Délicieux d'ailleurs. Ouais. Bah ouais. Voilà. En face du coworking où tu bossais à l'époque, en face de ce coworking dans lequel il y avait une sorte de cabine téléphonique avec de la mousse sur les murs, dans lequel tu enregistrais tes vidéos. Donc à ce moment-là, tu étais solo, tu n'avais pas de personne à temps plein. J'imagine que tu travaillais avec des freelances, mais globalement, tu étais solo, c'est bien ça? Yes. D'accord. On s'est revus l'année d'après, début 2018. Alors, c'était pendant une conférence d'entrepreneurs à Saigon, encore une fois, le DCX. Et en fait, cette conférence, on t'y a à peine vu, si je me souviens bien. En tout cas, on s'est vu juste à la fin, le dimanche. Et tu m'expliquais que tu étais en plein lancement et que tu avais passé quelque chose comme 10 heures la veille à répondre à des emails, à toutes les questions que tu avais pu avoir. Bon, bien sûr, c'est important pour driver des ventes mais finalement, en gros, t'explosais parce que je pouvais même pas aller à une conférence le dimanche, enfin samedi, dimanche, si je me rappelle bien, parce que t'étais complètement pris par ces emails, ce lancement. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est le genre de choses la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui t'a fait te dire il faut que j'arrête d'être solo, il faut que je prenne le risque entre guillemets ou il est grand temps que je commence à construire mon équipe. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça fait clic? C'est exactement le moment déclencheur. En fait, j'avais déjà des freelances. Je pense que j'avais environ 3 freelances qui bossaient avec moi. Un assistant un peu à tout faire, qui mettait des vidéos en ligne, des trucs comme ça. Et 2 personnes qui faisaient le montage. Une personne sur la vidéo et une personne sur l'audio. Mais là, on parle d'un lancement. Moi, je vais vendre des formations. Là, c'est un programme sur 1 an qui peut monter jusqu'à 2 000 €. Voilà, quand les gens ont une question sur ce truc, moi, je vais leur faire une réponse. Et je vais leur faire une vraie réponse. Je vais passer un quart d'heure à comprendre leur situation, à leur donner des conseils, à leur faire une réponse en profondeur. Ce que j'ai toujours fait et on continue encore aujourd'hui à faire. Le problème, c'est que, si tu veux, au départ, j'avais quelques milliers de personnes qui me suivaient, puis quelques dizaines de milliers, puis une centaine de milliers. Il y a un certain point, en gros, sur ces lancements qui étaient en janvier 2018, c'est tout début de l'année 2018. Donc, je crois que le lancement a ouvert le 1er janvier. Il a dû terminer le 15 ou quelque chose comme ça. C'était des dizaines d'emails par jour sur lesquels je vais à chaque fois passer 10, 15, 20 minutes à répondre aux gens dans les détails. Et c'était vraiment peut-être 4 fois plus que le lancement présent que j'avais fait parce que c'était un produit qui avait une grosse demande. J'avais vraiment touché un nerf au niveau du produit que je lançais. Et puis simplement, mon audience avait juste fait un ordre de grandeur en plus. Donc tout d'un coup, on passe de « Ok, je fais un lancement, il faut que je passe 2-3 heures à répondre aux gens tous les jours » à « Je fais un lancement ». Je me lève le matin, je commence les emails, je termine le soir, je suis toujours sur les emails et il y a quasiment plus d'emails qui sont rentrés que j'ai eu le temps d'en répondre pendant que je répondais. Et c'est pour ça que même le week-end, j'étais obligé de tenir le coup. Le problème, c'est que là, tu te dis, OK, pourquoi tu mets pas ton assistant dessus? Encore une fois, moi, je fais des réponses qui sont en profondeur aux gens et ça a un vrai impact sur mes ventes. C'est-à-dire que si les gens reçoivent une réponse pas top d'un gars sous-traité à Madagascar, ils vont dire, bah voilà, c'est pas top, je vais peut-être pas acheter cette formation si le support il est aussi nul. Ce que je voulais, c'était maintenir ce niveau de qualité. Et pour maintenir ce niveau de qualité, je me suis dit, il faut une personne qui soit full-time dessus. Aussi, simplement, si la personne en lancement, elle doit passer ses journées entières du matin au soir à faire des emails, je peux pas prendre un freelance qui est là 3 heures par semaine. Il faut que je prenne un freelance une personne qui va être là et qui peut reconstruire l'ensemble de son organisation autour du fait que là, on a un lancement et qu'il faut être disponible et voilà, et sur le pied de guerre. Sans parler du fait que sur ton lancement, si tu as un problème, un lien sur un email, c'est un des pires trucs, tu vois. Si tu envoies un email à 50 000 personnes avec un lien qui est mauvais, tu vas recevoir des centaines d'emails qui disent ton lien ne marche pas, ton lien ne marche pas, ton lien ne marche pas. Maintenant, on va répondre à chaque email en disant merde, je me suis planté sur le lien, tu vois. Et plus tu es tout seul à faire tout à la fois, plus de chances tu as de merder un lien sur un email, ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis il faut une personne à plein temps. Il faut qu'il y ait une personne qui soit là, que je puisse former, qui a tout le contexte sur Marketing Mania, qui est capable de faire des réponses qui sont aussi bien que les miennes et qui est capable de mettre en place des projets un peu plus compliqués que ce que je peux filer à un freelance. Donc, par exemple, un des éléments qu'on a fait quand Paul, qui était la première personne que j'ai recrutée peu après ça, un des premiers projets que je lui ai confié, c'était le système des groupes de travail. Donc, voilà la problématique. J'ai des centaines et des centaines de personnes qui sont rentrées dans mon forum privé à la suite de mon lancement. Et j'ai envie de faire un système de mastermind. Donc, des groupes de 5 personnes qui peuvent interagir entre eux et avancer ensemble. Le problème, c'est comment est-ce que tu fais pour matcher les gens sur des groupes de 5 personnes?
est-ce que tu les matches par domaine d'affinité? Ils sont tous dans la nutrition, donc je les mets ensemble. Est-ce que tu les matches par niveau d'avancement? Ils sont tous débutants, donc je les mets ensemble. Est-ce que tu les matches par centre d'intérêt? Ils font tous du YouTube, donc je les mets ensemble. Est-ce que, au contraire, tu ne mets pas ensemble des gens parce qu'ils sont tous dans la nutrition et sont concurrents, donc il ne faut pas que je les mette ensemble parce qu'ils vont peut-être pas se faire confiance, etc. Est-ce que tu mets des gens qui sont complémentaires? Est-ce que tu mets un copywriter avec un designer? Ou est-ce que tu mets tous les copywriters ensemble? Plein de questions qui sont pas évidentes à répondre. A priori, je peux pas être là et faire une procédure en disant voilà la procédure qu'on va suivre pour matcher les groupes. Qu'est-ce qui se passe si dans un groupe ils s'entendent pas? Qu'est-ce qui se passe si ils n'arrivent pas à trouver un horaire en commun? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une personne dans le groupe qui est pas là aux appels? Qu'est-ce qui se passe si une personne dans le groupe a envie de quitter le groupe pour faire un autre groupe? Tu vois, il y a plein de cas de figure. Et moi, je me dis, je vais pas mettre un freelance dessus qui a aucun contexte sur le business et qui va potentiellement merder le truc. Je veux une personne qui soit là à plein temps parce que c'est une telle responsabilité que moi aussi. Une personne qui va te prendre beaucoup de temps parce qu'elle va venir toujours avec des questions et c'est finalement quelque part sur le papier tu as une personne qui t'aide et ça évite que tu y passes personnellement ton temps, mais si la personne ne maîtrise pas, ça peut être une sorte de vampire temporel et énergétique. Il y a une partie d'exécution sur ce projet qui est importante, de contacter les gens, de les mettre dans les groupes, etc. Mais le gros du projet et la raison pour laquelle le projet était épineux et je ne pouvais pas le faire moi-même, c'était parce que la plupart des questions, c'est des questions de décision en fait. Comment est-ce que tu fais ce choix-là? Le choix, il n'est pas évident. Il faut regarder le contexte de la personne, du business, qui marche, qui marche pas, et surtout être capable de faire évoluer ce système au fil du temps. Et pour ça, je pensais que c'était pas possible de le faire avec un freelance, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait avoir une équipe à plein temps, et c'est là où j'ai fait le premier pas vers une équipe à plein temps. Et une fois que j'ai fait ça et que j'ai vu les résultats que ça me donnait, je me suis dit, OK, il faut que plein d'autres aspects de mon business deviennent une équipe à plein temps. Ouais. Le montage, il faut que ce soit une personne qui soit là à plein temps. Le choix des invités sur mon podcast et les recherches sur le podcast, j'ai envie d'avoir une personne à plein temps, etc. Et donc, du coup, j'ai pris plein de fonctions qui étaient un petit peu dispersées sur des gens qu'il fallait que je briefe beaucoup plus. Et du coup, je les ai mis dans mon équipe de manière à, numéro 1, avoir des temps de réaction qui étaient beaucoup plus rapides. Je peux pas demander à un freelance, voilà, j'ai fait une vidéo, fais-moi le montage dans les 24 heures. Ça se trouve, le freelance, il a d'autres projets et je peux pas lui exiger ça. Sur mon équipe, je peux dire, OK, mets ce que tu fais en pause parce que ça, c'est le truc le plus urgent. Il faut qu'on le fasse maintenant. Tu vois, je ferai pas ça à tout venant. J'ai aussi la conscience de ce qu'ils font, mais c'est quelque chose que je peux leur demander. Donc, du coup, on est à la fois plus réactif, à la fois, on a beaucoup plus de contexte. Donc, avant, quand je faisais une vidéo, il fallait que je donne à mon monteur le détail sur l'ensemble des visuels qu'il fallait mettre dans la vidéo. À tel moment, tu vas mettre tel extrait, telle image, tel visuel, etc. Pourquoi? Parce que le monteur qui est juste un monteur et qui fait juste mes vidéos une fois par tous les 2 semaines que je lui file, il n'a pas assez de contexte pour savoir quel visuel il faut choisir. Alors que la personne qui travaille à full time chez Marketing Mania, qui est dans toutes mes réunions, qui a accès à tous mes fichiers de back-end, qui a vu toutes mes vidéos, qui a suivi toutes mes formations, qui a un contexte marketing qui est énorme, il est capable de prendre la majorité de ses décisions sans que je lui dise quoi faire. Tu vois, donc cet élément de contexte et de capacité à prendre des décisions, c'était vraiment la prochaine frontière pour moi. Et c'est ça qui m'a fait penser que je voulais avoir des gens qui étaient vraiment dans mon équipe plutôt que des freelances, avoir des gens qui puissent… c'est un peu cette idée, d'Adon Roos, Tropical MBA, cette idée de dire à quoi est-ce que les gens pensent quand ils sont dans la douche, tu vois. Genre les gens qui sont avec moi dans mon équipe, quand ils sont pas en train de bosser, ils réfléchissent à des trucs, ils ont des nouvelles idées, ils pensent pas mal à Marketing Mania. Et ils ont des suggestions, des idées, des pistes d'amélioration. Ils pensent à des trucs auxquels moi, j'aurais pas pensé parce que je suis pas aussi pointu sur chaque petit détail du business. Et voilà, par exemple, récemment, on a beaucoup amélioré notre espace de formation avec des petits trucs d'expérience client, tu vois, avoir un meilleur guide pour savoir par où commencer dans la formation, avoir des liens vers une FAQ via les questions qui sont souvent posées. J'aurais pas pensé à ça. Et un freelance, j'aurais pas non plus pensé parce que c'est pas son job. Mais là, le gars, il se dit, bah tiens, ces emails, ils reviennent souvent, on devrait faire une FAQ. Top, tu vois. Ça, c'est qu'une personne à plein temps qui peut vraiment penser à ça. Et c'est en lui donnant une perspective d'avenir et d'évolution avec toi que tu l'encourages aussi à te donner ce temps de marge. Il est en train de penser à différents projets. Il pense aussi à ce que tu fais et à ton projet, à comment il peut améliorer ce que tu fais dans ton business. Alors ça, je le vis aussi avec mon équipe et c'est vrai que quand tu as une personne à temps plein, bah ouais, elle réfléchit, elle voit plein de choses que toi tu peux pas voir depuis ta distance, depuis là où tu es et si la personne est bien recrutée, on va dire, elle peut être force de proposition et améliorer plein de choses et c'est autant de temps de cerveau qui est pas utilisé chez toi, qui est utilisé chez
chez quelqu'un d'autre. Alors, j'aimerais qu'on parle de la transition parce que donc tu travaillais seul et on va dire peut-être aussi par affinité. Tu es quelqu'un d'assez introverti, il me semble, intériorisé. Tu vois, tu travailles dans ta bulle, selon ton propre agenda. Et puis d'un coup, t'as une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et soudainement, tu es un petit peu plus dans la gestion d'équipe, forcément, coordonner, suivre, gérer aussi, coacher. Enfin, bon, le management, c'est un monde à part. Alors, je comprends qu'avec une personne qui est relativement autonome, on peut réduire le temps nécessaire au management. Mais comment est-ce que c'est passé la transition entre être seul et gérer une équipe, et comment est-ce que tu fais pour que ton équipe respecte finalement les temps de créativité, tu vois, le maker schedule par rapport au manager schedule, aux inputs, aux choses qu'elles doivent te demander. Comment est-ce que tu fais pour garder cet équilibre avec ton équipe? Donc, je l'ai voulu faire dans un premier temps quand j'avais recruté la première personne, parce que forcément, tu recrutes une première personne à plein temps avec toutes les ambitions de lui faire prendre des décisions importantes dans ton business. Tu dis, OK, faut que je trouve la bonne personne et surtout, il faut que je m'assure que ça se passe bien parce que ça pourrait facilement mal tourner. En termes de, tu vois, on pourrait facilement avoir du mal à communiquer et autres. Donc, je voulais être quelqu'un qui puisse venir avec moi et qui puisse me rejoindre en Asie. Donc, j'ai pris quelqu'un qui était prêt à bouger en Asie et en gros, qui s'était engagé à passer 6 mois en Asie avec moi, à bosser ensemble. Donc, au tout départ, il s'avère que le moment où lui, il est arrivé, c'était une période assez particulière parce que j'étais en fait en train de déménager à Bangkok. Donc, le gars est arrivé à Ho Chi Minh, mais en quelques semaines, on a déménagé à Bangkok. Ce qui veut dire que pendant un horizon d'un temps de flottement de quelques semaines, en fait, il n'y avait pas de moyen pour lui c'était pas pratique pour lui de trouver un logement facilement par rapport à là où j'habitais. Donc, du coup, on a quasiment habité ensemble pendant genre les 2 premières semaines, presque par accident. Et puis après, on a déménagé à Bangkok et du coup, là, ce qu'on avait, c'était que on avait des appartes dans le même immeuble, tous les deux. Et donc, au départ, on se voyait tous les jours, on bossait ensemble parce qu'on était dans le même appart. Après, on se voyait de temps en temps, il passait bosser chez moi l'après-midi, on avait une grande table, on bossait ensemble. Et puis, petit à petit, on se voyait de moins en moins souvent jusqu'à ce qu'on se voit uniquement une fois par semaine pour le plan de la semaine et pour vraiment faire le bilan. Et c'était en gros tout ce qu'on avait besoin d'avoir. Et puis après aussi, on était sur Slack tous les jours pour échanger. Donc, on a transitionné petit à petit dans cette direction. Et après, quand j'ai recruté d'autres personnes qui sont venues à Bangkok, on a refait la même chose. Cette fois-ci, j'ai pris un bureau pour qu'on puisse tous se rassembler parce qu'on ne pouvait pas bosser à 4 chez moi. On avait un bureau dans lequel tout le monde pouvait être. Moi, au départ, j'étais tous les jours dans le bureau à accompagner, à répondre à des questions, etc. Et petit à petit, j'ai arrêté d'y aller. Et j'y allais de moins en moins souvent. Au départ, j'y allais que les après-midi parce que le matin, j'écrivais mon livre. Et après, au final, j'y allais quasiment que le lundi après-midi pour le meeting de la semaine, etc. Donc, on a transitionné vers là. Et en fait, au bout de 6 mois ensemble à Bangkok, on était opérationnel à un point où on pouvait travailler à distance parce qu'on avait en fait mis en place les routines, et les routines de travail ne dépendaient pas de Stan est à côté de moi, je peux lui poser une question. Parce qu'en fait, moi, ça m'interrompait quand tu me posais des questions et que j'étais en train d'écrire mon livre. Du coup, je dis, voilà, poste sur Slack et quand j'ai terminé ce que je fais, je te répondrai. Donc, il y a un système un peu plus asynchrone et avec un meeting de la semaine qui est assez structuré, qui permet de tout traiter, tous les petits trucs qui n'ont pas été traités, là. Et puis après, on rajoute, tu vois, des process, c'est-à-dire de se dire à tous les 3 mois, il faut que je discute avec la personne plus d'un point de vue perso, en one-on-one, et discuter de OK, on en est où? Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses des projets qui sont en cours? Est-ce que tu as des nouvelles idées, etc. Tu vois. Donc, en gros, ça me force à développer une structure qui est autour de ça. Et puis, en fait, au bout de 6 mois, les gens, je leur dis, si tu n'as pas envie de rester avec moi, tu pars. Et donc là, il s'avère que j'ai toujours mon bureau que j'avais pris pour bosser avec eux, mais je suis tout seul. Je suis seul de mon bureau parce que tout le monde est parti, tout le monde est dispersé à droite à gauche. Donc, la transition, si tu veux, elle s'est faite au départ avec un peu plus intensif, mais toujours avec l'idée de dire il faut qu'on développe un système qui fonctionnera à distance, un système qui peut fonctionner la plupart de la semaine sur un système asynchrone sur Slack, avec des appels qui sont prévus à des moments qui sont définis. Donc, on a notamment un gros meeting du lundi après-midi où on voit tout. Et puis après, tu parlais du système de Maker Schedule, Manager Schedule. Pour moi, c'est assez simple. C'est le matin, j'écris. Et l'après-midi, je suis disponible. Comme là, on fait un podcast pour des appels, pour des réunions. C'est là où je fais les emails. C'est là où je fais les trucs un peu plus fragmentés. Parce que quand j'écris, souvent, j'ai besoin d'un bloc de moins 3 heures qui est ininterrompu. Donc, mon équipe, ça le sait très bien et attendrait jamais de faire un appel avec moi le matin. En général, on fait tous nos appels l'après-midi et tout peut attendre. Et puis sinon, ils me postent sur Slack et je leur réponds. Tu vois. Donc, je pense que la différence entre travailler à distance et travailler sur place, c'est vraiment une question beaucoup de structure. Il faut que tes structures elles soient beaucoup plus intentionnelles pour pouvoir travailler à distance, parce que sinon,
t'as pas ces petits moments à la machine à café où tu peux discuter. Donc, du coup, il faut trouver un moyen de les structurer de manière plus définie. Mais par contre, pour moi, ça me permet de travailler quasiment de la même manière que je travaillais quand j'étais tout seul, tout en ayant toute une équipe qui travaille derrière moi, tant que j'y passe un peu de temps l'après-midi. Mais le temps que j'y passe l'après-midi, avant, j'y passais aussi à répondre des emails, à mettre des pages en ligne, etc. Donc, de toute manière, en termes de temps, ça s'équilibre et c'est pas une interruption sur mon temps de création du matin qui reste relativement sacro-saint. D'accord. Une dernière question, avant la toute dernière question. Quel est ton plus grand défi en ce moment pour Marketing Mania ou pour 2020? Qu'est-ce qui est ambitieux, qui représente un défi pour toi ou pour vous en tant qu'équipe? Donc, je pense que j'ai vraiment un défi en termes de management, en termes de structure, en termes d'équipe, qui est le suivant. C'est que dans la plupart des business, mettons, tu vois, si tu fais un business de Amazon FBA, par exemple, au départ, tu vas tout faire et puis petit à petit, tu vas recruter des gens pour te remplacer. Et toi, tu vas pouvoir monter en gamme et remplacer les tâches que tu faisais pour toi, monter en gamme et être vraiment boss de cette équipe et pouvoir avoir une vision qui est plus large. Moi, dans mon cas, le cœur de ce qui drive aujourd'hui mon business, c'est la création de contenu sur YouTube, sur le podcast, la création de tunnels de vente et la création de formation qui dépend de moi et qui dépendra toujours de moi. C'est-à-dire que j'ai fait la croix sur l'idée de dire je vais déléguer la création de contenu, je vais déléguer les vidéos. Pour moi, ça n'a pas de sens par rapport à mon business à moi. Ça a du sens pour beaucoup de gens, évidemment, mais par rapport à moi, ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que comment est-ce que je fais pour continuer à développer mon business s'il y a des tâches, et au final, les tâches qui prennent le plus de temps aujourd'hui, qui ne peuvent pas être déléguées. Et pour moi, c'est vraiment un défi de comment est-ce que je fais pour développer une équipe qui est de très, très haute qualité et qui a une grande autonomie et qui est capable de mener des projets quasiment en autonomie avec un input de ma part qui est minimal. Donc, je voudrais aujourd'hui développer des projets qui sont annexes à Marketing Mania, préférence qui font évidemment levier sur les actifs que j'ai, c'est-à-dire mon audience de 300 000 personnes, mon réseau d'entrepreneurs que je connais, les compétences que j'ai développées. Potentiellement, un actif auquel on ne pense pas, c'est que ces talents-là, je peux vraiment les trouver dans ma liste. Des gens jeunes, ambitieux, qui ont les dents longues, qui sont prêts à bosser et qui se forment et qui apprennent et qui ont la tête bien faite. Dans mon audience, j'en ai plein qui rêvent de travailler avec moi. Et donc, du coup, je peux aussi recruter des gens relativement facilement. Donc, la question, c'est comment est-ce que je fais pour petit à petit transitionner mon équipe actuelle vers de plus en plus d'autonomie pour qu'ils puissent gérer des projets qui sont plus ou moins annexes à Marketing Mania en parallèle, tout en les remplaçant avec de nouvelles personnes en développant l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe n'a pas encore eu assez de longévité, si tu veux, pour faire ce travail-là, même si de plus en plus, on commence à avoir des projets annexes, on va bosser sur des éléments. Moi, je ne suis pas impliqué au quotidien parce que je sais que sur le cœur du business, le cœur de ce qui génère aujourd'hui mon chiffre, je vais continuer à m'en occuper. Donc, si je veux développer des projets qui sont annexes et je veux continuer à pouvoir monter des projets, il faut que j'ai des gens en fait de confiance où je puisse leur dire, voilà, tu vas monter ce truc et je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions parce que moi, je ne peux pas être dedans au quotidien à cause de ma création de contenu que je n'ai pas envie de lâcher. Et donc, c'est un défi de management qui est un petit peu différent parce que c'est pas juste une histoire de procédure ou simplement de trouver les bonnes personnes, mais c'est aussi de coacher les gens à un niveau où ils sont presque capables de mener le projet à bien eux-mêmes. Donc, le deuxième défi, c'est que si les gens sont prêts à mener le projet à bien quasiment en solo avec relativement peu d'input de ma part, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de continuer avec moi et pas monter leur propre projet? Comment est-ce que je fais pour continuer à les motiver? Comment est-ce que je leur donne un intéressement dans la boîte? Comment est-ce que je leur donne la vision de ce qu'on peut construire ensemble, mais beaucoup plus grande que ce que tu peux construire tout seul? Comment est-ce que je leur donne l'idée qu'il y a un bénéfice à faire partie de la communauté Marketing Mania et de cet environnement, tu vois? Donc, c'est vraiment là-dessus que je réfléchis. Comment décentraliser les décisions de plus en plus? On a déjà fait des bonnes choses, mais ça reste des éléments qui sont centrés sur Marketing Mania. Aujourd'hui, on n'a pas des business qui sont totalement annexes à Marketing Mania sur lesquels moi, je n'ai pas une expertise. Parce que si je n'ai pas d'expertise, quelqu'un d'autre doit l'avoir. Et voilà, c'est ça le défi. Comment est-ce que je fais pour monter des projets quand au final, j'ai pas de temps à mettre dessus et mon temps, je peux pas le dégager aussi facilement que ça. Je comprends. Super. C'est vrai que par rapport à il y a un des thèmes du livre, c'est l'effet de levier. Et c'est vrai que le fait d'être aujourd'hui dans l'équipe Marketing Mania, ça permet quand même d'accéder à un levier énorme, une liste email, une image de marque. Par rapport à un entrepreneur qui se lance, tu pars avec beaucoup d'assets et avec beaucoup plus d'élan. Et voilà, j'imagine que l'effet de levier est fort pour quelqu'un de ton équipe, pour lui donner envie de rester. Ouais.
Mais de notre côté, il faut qu'on puisse capitaliser dessus. Tu vois, il y a plein d'opportunités qu'on pourrait faire avec notre liste, mais pour capitaliser dessus, il faudrait mettre un effort significatif pour monter le projet. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire qu'on fait pas. Parce que moi, je me dis, non, je vais pas mettre un truc en plus à gérer, c'est trop compliqué. Je le ferai uniquement si je peux mettre une personne dessus et avoir les yeux fermés, lui faire confiance. Tu vois. Et ça demande forcément, tu vois, d'avoir formé les gens pendant longtemps, d'avoir travaillé avec eux pendant longtemps. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec mon équipe. Et je pense que sur l'année à venir, on va aller encore plus profond. Parce que même si mon équipe, elle a commencé en 2018, au final, il y en a 3 qui sont arrivés sur cette année, en fait, en 2019. Et le dernier est rentré en septembre. Donc, la dernière personne que j'ai là, il est rentré, tu vois, en finale qu'il y a quelques mois. Donc, je pense il me faut au moins 1 an et demi pour former quelqu'un à un niveau où je me dis, OK, voilà le projet, on va en discuter ensemble 2-3 heures, mais après, je vais te laisser courir avec. Tu vois, c'est vraiment un certain niveau de confiance et de compétence qu'il faut avoir. Et ça, je pense que c'est pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc, c'est un peu le défi que je me suis mis en termes de management et en termes d'équipe et plus largement en termes de business. Parce que, si tu veux, pour moi, continuer à grossir ma chaîne YouTube et mon business de formation, c'est du boulot, mais je connais les recettes. Je sais ce qui marche sur YouTube. Je sais comment fonctionne ce business. J'ai un input qui est assez prévisible je fais des formations, je les lance. Je fais des vidéos YouTube, ça fait du trafic. Tu vois, c'est un input qui est assez prévisible. C'est du boulot, mais ça, je connais. Là où le défi est plus compliqué, c'est comment est-ce que je lance une prestation de service, un logiciel, un truc de, je sais pas, j'avais des idées de faire genre de racheter des business, etc. Tu vois, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué en termes de recettes qu'il faut que je trouve parce que ça, je sais pas comment faire. J'ai pas les recettes, j'ai pas les techniques qui vont me permettre de monter ce genre de projet. Ouais. Et forcément, ça prend du temps de te former ou d'apprendre les recettes dans un autre domaine. Ok, super. Écoute, dernière question avant de clore l'interview. Si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a juste 1 an, d'arrêter de faire une chose. C'est pas ton toi il y a 20 ans, c'est ton toi d'il y a 1 an. Okay. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Arrêter de faire une chose. Donc, il y a 1 an, on était en février 2019. Je pense que j'étais en train de commencer à bosser sur mon livre. Qu'est-ce que j'aurais pu arrêter à ce moment-là ? Je pense que le livre aurait pu sortir plus tôt si j'avais été plus réaliste sur la durée d'écriture. J'ai parlé tout à l'heure des difficultés que j'avais eues en termes de structure qui ont ralenti la durée. Honnêtement, la planification que j'avais faite sur l'écriture c'était une erreur de dire j'ai pris le cas idéal en gros. Tu vois, j'ai pris le meilleur scénario et je me suis dit ok, c'est ça qui va se passer et j'ai pas pris en compte le fait de dire ok, c'est quoi le scénario optimiste, le scénario moyen et le scénario pessimiste. Et je pense que si j'avais fait plus ce travail-là, j'aurais été plus réaliste sur la planification et je pense que finalement j'aurais pu sortir le livre plus vite parce que j'aurais bloqué plus de temps. Parce que j'avais bloqué que 6 semaines pour écrire le livre. Et du coup, comme je n'ai pas tenu les 6 semaines, il a fallu que je reparte sur d'autres projets sur lesquels je m'étais engagé et que je revienne plus tard sur le livre. Donc moi, le livre, je l'ai écrit en 2 tranches. Et j'aurais pu l'écrire en une seule tranche et le sortir probablement en septembre au lieu de le sortir en janvier. Si je m'étais dit, OK, ici, essaye de planifier les différents scénarios. C'est super, c'était sur le scénario optimiste, mais prends en compte que potentiellement, ça ne va pas être le cas. Parce que finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'était une erreur de planification et c'était une erreur de pas vraiment réfléchir sérieusement, tu vois, aux différents points, quoi. De dire, OK, bon, ça va être comme ça et j'y pense pas trop et je le fais et je pars dessus. Alors que si tu veux, ça demande pas d'être un génie de savoir que généralement, un projet d'écriture, il prend plus longtemps que prévu. Tu vois. Je pense que j'aurais peut-être pu anticiper. Très bien. Super. On en arrive à la fin de cette interview, Stan. Une question, où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi, sur ce que tu fais ? Donc, ma chaîne YouTube s'appelle Marketing Mania, sur laquelle on peut retrouver toutes les analyses marketing. C'est là où la plupart des gens me suivent. Les gens qui sont intéressés par mon livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos peuvent aller sur marketingmania.fr/empire et on a fait une page avec le sommaire, le contenu du livre et puis bien sûr les liens pour aller le commander si les gens décident d'aller le commander. Super. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description du podcast. Et bien, je te remercie, Stan, puis je te dis à très vite. Merci Sylvain, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Avant de terminer, j'ai 3 choses à vous dire. Donc la première, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Donc ça peut se faire au travers d'Apple Podcast, anciennement iTunes, Google Podcast ou l'application de podcast que vous utilisez. Comme ça, vous serez sûr de ne manquer aucun
futur épisode. Deuxième chose, vous trouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante, jams.fr/podcast. Donc ça s'appelle jamz.fr/podcast. Troisième et dernière chose, pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche actuellement, mais aussi ne pas rater les futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jamz.fr/email. Donc je répète, jamz.fr/email. Sur ce, merci encore et à très vite.